Il ne faut pas une explosion pour détruire une réputation. Parfois, une simple goutte d'eau suffit. Un petit geste répété en silence, une phrase dite sans réfléchir, une promesse que tu n'as pas tenue. Comme la rouille qui corrode le métal sans faire de bruit, c'est ainsi que le respect se perd. C'est ainsi que des personnes autrefois admirées sombrent, non pas à cause d'une grande erreur, mais à cause de habitudes quotidiennes qui semblent inoffensives, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le pire, c'est que personne ne te prévient, personne ne te dit « tu es en train de tomber ». Tu ne le remarques que lorsque tu n'es plus écouté comme avant, lorsque tes paroles résonnent comme un écho dans une salle vide. Quand tu sens que quelque chose dans ta présence n'a plus de poids, que quelque chose en toi a cessé d'imposer le respect. Et ce n'est pas parce que le monde t'envie, c'est parce que toi-même, sans t'en rendre compte, tu as érodé ta propre image. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celui qui est prêt à se regarder dans le miroir sans filtre. Pour celui qui veut arrêter de vivre en pilote automatique et commencer à retrouver sa force intérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de 4 habitudes qui peuvent sembler normales, mais qui détruisent silencieusement ta réputation personnelle et professionnelle. Et non, ce n'est pas de la motivation bon marché, c'est la réalité pure. Parce que lorsque les autres perdent le respect pour toi, tu perds de l'influence, tu perds des opportunités, tu perds des relations. Et tu finis par te saboter toi-même tout en pensant que la faute est externe. Mais ce n'est pas le cas. Tout commence en toi. C'est pourquoi, sur cette chaîne, nous ne venons pas pour embellir les vérités. Nous venons pour les affronter. D'un point de vue stoïcien, pratique et direct. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de vivre est d'agir de telle manière que tu n'aies pas besoin de te défendre avec des mots. C'est l'essence, que ta vie parle pour toi. Alors reste jusqu'à la fin. Non pas parce que je le dis, mais parce que tu es peut-être sur le point de découvrir ce qui affaiblit ton image sans que tu le saches. Et quand tu le découvriras, tu auras 2 options, l'ignorer ou commencer à reconstruire le respect que tu mérites. 1. Tais-toi, là où avant tu détruisais avec des mots. Les mots sont comme des couteaux aiguisés lancés au milieu d'une pièce sombre. Tu ne vois pas qui tu blesses, mais le mal reste. Il y a des gens qui n'oublient pas ce que tu as dit il y a des années. Non pas parce qu'ils sont rancuniers, mais parce que ce que tu as dit les a marqués. Et même si tu l'as oublié, ta réputation ne l'a pas fait. Chaque fois que tu détruis avec ce que tu dis, tu laisses une fissure dans la perception que les autres ont de toi. Une fissure qui ne se répare pas avec des excuses. Elle se répare avec le silence. Pas le silence de la lâcheté, mais le silence de celui qui a déjà compris son pouvoir. Cette habitude est l'une des plus dangereuses car elle se déguise souvent en sincérité. Je dis simplement ce que je pense. Je n'ai pas de langue de bois. Celui que ça dérange, qu'il s'éloigne. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette attitude ne génère pas de respect. Elle génère de la distance, de la peur, une fermeture émotionnelle. Parce qu'une chose est de parler avec fermeté et une autre est de cracher du venin par la bouche en croyant que c'est du caractère. Ce n'est pas le cas. C'est de l'ego blessé, un besoin de contrôler, de l'insécurité déguisée en autorité. La véritable force n'est pas de dire tout ce que tu penses. Elle est d'avoir le pouvoir de le faire et de choisir de se taire. De savoir que tout ne mérite pas une réponse, que toute critique ne construit pas, que parfois le silence est la façon la plus claire de montrer que tu as évolué. Parce que lorsque tu choisis de ne pas réagir comme avant, lorsque tu décides de ne pas rendre le feu par le feu, tu montres que tu n'es plus en guerre avec le monde. Et cela, pour beaucoup, impose plus de respect que n'importe quel cri. Il fut un temps où tu agissais peut-être différemment. Peut-être te défendais-tu avec des mots durs, parce que c'est ainsi que tu as appris. Peut-être utilisais-tu l'ironie comme bouclier, ou le sarcasme comme armure. Mais si tu es ici aujourd'hui, si tu écoutes ceci, c'est parce que tu as déjà compris que détruire avec la langue est trop facile. Ce qui est difficile, c'est de se retenir. Ce qui est courageux, c'est de choisir la pause. Ce qui est sage, c'est de mesurer tes mots et de savoir que chacun construit ou détruit quelque chose. Marc Aurèle écrivait pour lui-même «
Que tes paroles soient celles d'un homme qui respecte son propre esprit. Cela ne signifie pas rester silencieux face à l'injustice. Cela signifie ne pas se rabaisser au niveau de celui qui ne sait qu'attaquer. Cela signifie cesser d'être réactif et commencer à être stratégique. Parce que les gens vraiment forts n'ont pas besoin de s'imposer par des cris. Leur seule présence marque déjà des limites. Et c'est l'objectif de cette leçon. Que tu apprennes à te taire là où avant tu blessais. Que tu remplaces l'impulsion par la réflexion. Que tu comprennes que le mot non utilisé communique aussi. Que ton silence devienne un signe de maturité, pas un signe de soumission. Parce que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son environnement. Et celui qui détruit avec des mots finit seul au milieu des ruines qu'il a lui-même créées. Se taire n'est pas perdre. Se taire, c'est choisir les batailles qui en valent la peine. Et parfois, la plus grande victoire est de ne rien dire là où avant tu aurais crié. C'est le signe le plus clair que tu n'es plus le même et que tu es prêt à vivre avec un respect qui ne se mendie pas, il s'impose. 2. Fais ce que tu dis ou ne dis rien. La parole est comme une promesse écrite en feu, elle peut t'éclairer ou elle peut te brûler. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu éteins lentement ce feu que les autres voyaient en toi. Ta parole perd du poids, ta présence se vide, ton influence fond. Personne ne te le dit en face, mais il le pense. Quand tu parles, cela n'a plus d'impact, parce que tout le monde a appris à ne pas te prendre au sérieux. Et le plus triste, c'est qu'il n'est pas nécessaire de trahir pour perdre le respect. Il suffit de ne pas tenir parole. Dans la vie quotidienne, cela arrive plus souvent que tu ne le penses. Tu promets d'arriver à l'heure et tu arrives en retard. Tu dis que tu seras là, mais tu annules à la dernière minute. Tu assures que tu tiendras une promesse, mais tu ne le fais pas. Et tu le justifies par 1000 raisons. C'était compliqué. J'ai oublié, quelque chose d'autre est survenu. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'avec chaque justification, la seule chose que tu fais, c'est montrer aux autres que ta parole n'a pas de valeur. Et quand cela arrive, même ce que tu fais bien perd de la valeur. La réputation se construit avec de petites actions répétées, et elle se détruit de la même manière. Tu n'as pas besoin de mentir pour paraître peu fiable. Il suffit de dire beaucoup et de faire peu. Il suffit de parler sans conscience, de promettre pour faire bonne impression, de t'engager sans mesurer. Parce que dans cette ère où tout le monde parle, ce qui fait la différence n'est pas qui crie le plus fort, mais qui tient parole en silence. Cela a aussi un effet interne. Chaque fois que tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas, tu te trahis aussi. Ton cerveau enregistre cette incohérence, et même si tu ne t'en rends pas compte, ton estime de soi en souffre. Tu perds de la force intérieure, parce que tu commences à savoir inconsciemment que tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Et une personne qui ne croit pas en elle-même ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent. Sénèque l'a exprimé avec une brutalité claire. Il est plus honorable de ne pas promettre que de promettre et de ne pas tenir. Parce que la parole, quand elle est vraie, est un contrat. Et quand ce contrat est rompu encore et encore, tu ne perds pas seulement le respect, tu perds ton identité. Tu deviens quelqu'un qui parle pour remplir le vide, pas pour s'engager. Tenir parole ne signifie pas être parfait, cela signifie être conscient. Cela signifie mesurer tes mots avant de les lancer. Cela signifie dire moins et faire plus. Cela signifie comprendre que le respect se gagne avec la cohérence, pas avec des discours. Que celui qui agit sans annoncer impressionne plus que celui qui annonce sans agir. Qu'une action silencieuse vaut plus que 1000 intentions déclarées. Personnellement, nous avons tous échoué à un moment donné. Mais ce qui sépare celui qui continue de grandir de celui qui stagne est simple. Apprendre vite, corriger le cap, être honnête avec soi-même, arrêter de parler autant et commencer à agir plus. Parce que celui qui n'est pas capable de tenir parole ne devrait pas la donner aussi souvent. Alors, la prochaine fois que tu es sur le point de dire « je le ferai »,« je serai là »,« je promets », fais une pause. Demande-toi si tu vas vraiment tenir parole. Et si la réponse est non, mieux vaut te taire. Parce que parfois, se taire est plus respectueux que de se mentir à soi-même et aux autres.
Souviens-toi de ceci. Celui qui tient parole n'a pas besoin de s'expliquer. Il n'a pas besoin de convaincre. Sa présence parle déjà. Son historique répond déjà. Et c'est précisément le type de respect qui n'est pas exigé, mais gagné. 3. Écoute avec présence, pas avec anxiété. Écouter vraiment, c'est comme tenir un verre d'eau dans la paume de la main. Si tu es présent, l'eau reste calme, claire, reflète avec précision. Mais si tu es inquiet, si tu serres, si tu bouges la main avec anxiété, tout se renverse. C'est ainsi que fonctionne l'attention. Quand quelqu'un te parle et que tu es plus occupé à attendre ton tour pour répondre qu'à comprendre ce qu'on te dit, tout est perdu. Et celui qui est en face de toi le remarque, même s'il ne dit rien. L'absence de présence ne se cache pas. Elle se ressent. Et avec le temps, elle te transforme en quelqu'un avec qui il ne vaut pas la peine de s'ouvrir. Beaucoup de gens pensent que écouter, c'est se taire pendant que l'autre parle. Mais non, écouter, c'est être là. C'est regarder dans les yeux, c'est baisser les défenses, c'est arrêter de penser à soi un moment pour vraiment entrer dans le monde de l'autre. Il ne s'agit pas de hocher la tête mécaniquement, ni d'interrompre avec des phrases automatiques. Il s'agit de créer un espace où l'autre se sent vu, compris et respecté. Parce que peu de choses génèrent autant de respect que savoir écouter. L'anxiété de parler, de donner ton opinion, de diriger la conversation vers ton terrain n'est rien de plus qu'une forme subtile d'égoïsme. C'est le moi qui a besoin de se valider, de se montrer, de dominer. Mais cette impulsion te fait perdre plus que tu ne le penses. Elle te vole la connexion, elle te fait paraître impulsif. Et le plus dommageable, elle communique que tu ne valorises pas l'autre assez pour lui offrir ton attention complète. Une fois, lors d'une réunion de travail, un leader que tout le monde respectait a dit une seule phrase qui m'est restée gravée. « Si tu interromps, tu perds de l'autorité. » Non pas parce que tu as tort, mais parce que interrompre montre que tu ne peux pas attendre, que tu ne sais pas te contenir, que tu as besoin de t'imposer. Depuis lors, j'ai compris que écouter calmement est une forme de pouvoir silencieux. C'est une déclaration qui dit « Je n'ai pas besoin d'être le centre parce que j'ai déjà mon propre centre ». Épictète l'enseignait ainsi. Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour une raison. Parce que celui qui parle moins et écoute plus apprend. Et celui qui apprend s'améliore. Mais celui qui attend seulement son tour pour parler n'écoute pas. Il concourt. Et cette compétition invisible dans chaque conversation détruit la confiance sans que tu t'en rendes compte. Dans la vie quotidienne, ce manque de présence se voit dans des choses simples. Regarder le téléphone pendant que quelqu'un te parle. Répondre par monosyllabe, changer brusquement de sujet, parler par-dessus l'autre. Toutes ces actions, bien que petites, usent tes relations. Et quand elles sont constantes, les gens commencent à s'éloigner. Non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de la façon dont tu les as fait se sentir, ignorés, interrompus, remplaçables. La présence n'est pas passivité. C'est une force active qui se ressent. C'est être complètement là où tu es. C'est montrer, sans le dire, que ce que l'autre te dit est important. Et cela, aujourd'hui plus que jamais, est rare. C'est pourquoi cela marque. Parce que dans un monde où tout le monde veut être écouté, celui qui sait écouter devient indispensable, précieux, respecté. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle, ne t'anticipe pas. Ne pense pas à ce que tu vas répondre. Reste, regarde, écoute avec tous tes sens. Parce que parfois, l'acte le plus puissant n'est pas de parler, c'est d'être là. Celui qui écoute avec présence construit des ponts. 4. Remplace la plainte par l'action ou l'acceptation. Se plaindre, c'est comme être debout sous la pluie avec un parapluie fermé, en criant parce que tu es en train de te mouiller. La pluie tombe quand même. Rien ne change. Et plus tu te plains, plus tu as froid, plus tu t'épuises, plus tu te sens impuissant. La plainte constante ne résout rien, ne transforme rien, ne construit rien. Elle ne fait que consommer. Elle consomme ton énergie, ton attention, ta présence. Et le plus dangereux, elle consomme la façon dont les autres te perçoivent. Au début, les gens t'écoutent. Ils te donnent raison. Ils te comprennent. Mais si tu le fais tout le temps,
si tout te semble mal, si chaque conversation se termine par une liste de choses que tu ne tolères pas, alors il ne te voit plus comme une personne réfléchie. Il te voit comme une personne épuisante, comme quelqu'un qui porte un nuage au-dessus de lui et cherche à le partager avec tout le monde. Et personne ne respecte celui qui se victimise comme un mode de vie. Parce qu'il n'y a rien d'inspirant chez quelqu'un qui ne fait que pointer du doigt ce qui ne va pas sans lever le petit doigt pour le changer ou l'accepter. La plainte n'est pas le problème. Le problème est de rester coincé dedans. Nous avons tous le droit d'exprimer ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange, ce que nous ne comprenons pas. Mais après cela, il n'y a que deux chemins. Soit tu agis pour le changer, soit tu l'acceptes pour le lâcher. Tout le reste est de l'auto-épuisement déguisé en honnêteté. Il y a des gens qui font de la plainte leur identité. Ils se présentent au monde comme ceux qui ont toujours quelque chose à souffrir. Ils ne réalisent pas qu'ils abandonnent leur pouvoir, leur capacité d'influence, leur propre autonomie. Parce que lorsque tout dépend de ce que les autres font mal, tu passes au second plan, comme si tu ne pouvais rien faire. Et ce message est transmis. On le ressent. Les gens commencent à t'éviter, non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'à tes côtés tout semble plus lourd. Je l'ai appris à mes dépens. Pendant une période de frustration personnelle, chaque conversation que j'avais était une excuse pour lâcher mes plaintes. Le travail, les gens, le système, jusqu'à ce qu'un ami me dise quelque chose qui a fait mal, mais qui était nécessaire. Tu es tellement concentré sur ce qui te dérange que personne ne voit plus ce que tu as à offrir. J'ai alors compris que j'éteignais ma propre image avec des mots qui n'apportaient rien. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Épictète enseignait qu'il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne dépendent pas, et que se concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler est une façon lente de perdre la paix. Marc Aurèle, quant à lui, l'a clairement écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. » En d'autres termes, moins de plaintes, plus d'exemples. Transformer la plainte en action, c'est décider que tu ne vas pas attendre que le monde change pour te sentir bien. C'est prendre la responsabilité qui te revient. Et si tu ne peux pas le changer, alors tu l'acceptes, non pas par résignation, mais par intelligence émotionnelle. Parce qu'accepter est aussi une façon de dire « cela ne me définit pas ». L'image que tu projettes est construite avec ce que tu fais, mais aussi avec ce que tu répètes. Si chaque fois que tu parles, c'est pour te plaindre, ta présence cesse d'être un stimulant et devient un fardeau. Mais si tu choisis d'agir ou d'accepter sans avoir besoin de le crier, alors tu deviens ce genre de personne qui impose le respect sans le chercher. Parce que tu ne dépends plus des circonstances, seulement de toi. 5. Utilise le silence comme ta plus grande force. Le silence est comme un mur invisible que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il n'a pas besoin de se décorer. Il est simplement là. Et lorsqu'il est utilisé avec intention, il peut te protéger plus que 1000 mots. Il peut marquer plus que n'importe quel argument. Il peut te transformer en une présence qui impose le respect sans élever la voix. Dans un monde où tous se battent pour être entendus, celui qui sait quand se taire devient incontournable. La plupart parlent par impulsion, répondent par nécessité, donnent leur avis pour combler des vides. Mais celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de participer à chaque bruit. Il n'a pas besoin de s'expliquer à chaque fois, ni de se défendre face à chaque attaque. Parce qu'il comprend quelque chose que peu comprennent. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Le silence n'est pas soumission, c'est une stratégie, c'est de l'autocontrôle, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Parfois, se taire n'est pas se rendre, mais reconnaître qu'il ne vaut pas la peine de se fatiguer. Que d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas la voir est une perte de temps et d'énergie. Que démontrer qui tu es ne nécessite pas de discours, mais de la cohérence. Le silence met beaucoup de gens mal à l'aise parce qu'il les oblige à se regarder. Quand tu ne donnes plus d'explications, quand tu ne réagis plus, quand tu ne cherches plus à convaincre, l'autre reste avec son reflet.
Et c'est là que commence à se faire sentir la différence entre celui qui est en paix et celui qui a besoin de bruit pour se sentir vivant. Au cours d'une discussion avec quelqu'un qui cherchait à me provoquer, j'ai compris le pouvoir du silence de manière brutale. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas défendu mon point de vue, je l'ai juste regardé. Je suis resté ferme. Je l'ai laissé avec son anxiété. En quelques secondes, son ton a changé. Il a perdu de sa force, son attaque s'est dégonflée. Non pas parce que j'avais de meilleurs arguments, mais parce que mon silence a révélé son manque de contrôle. Et ce moment m'a appris que souvent, se taire est la façon la plus élégante de gagner. Marc Aurèle le pratiquait comme une philosophie de vie. Ses écrits ne sont pas des cris, ce sont des pensées à voix basse. Des réflexions qui ne cherchent pas à te convaincre, juste à te montrer le chemin. Parce que le véritable stoïcien ne se laisse pas emporter par l'impulsion. Il s'arrête, respire, analyse. Et bien souvent, il décide que la meilleure réponse est de ne pas en donner. Il y a des gens qui perdent le respect qu'ils imposaient en parlant trop, en donnant des opinions que personne n'a demandées, en réagissant là où ils devraient observer, en justifiant chaque pas, chaque décision, chaque émotion. Sans s'en rendre compte, ils s'exposent, ils se vident, ils perdent le mystère, la fermeté, la présence. Le silence bien utilisé, en revanche, construit une présence qui ne s'oublie pas. C'est le silence de celui qui est sûr de lui, de celui qui n'a pas besoin d'être approuvé, de celui qui ne mendie pas l'attention, de celui qui a compris que parfois le pouvoir est dans ce que tu ne partages pas, dans ce que tu gardes pour toi, dans ce que tu soutiens à l'intérieur. Mais ne confonds pas cela avec le fait de se taire par peur. Il ne s'agit pas de faire taire ta vérité. Il s'agit d'apprendre à choisir tes batailles, de savoir quand parler construit et quand cela ne fait que fatiguer. De savoir que le respect ne se réclame pas avec des mots, il s'impose avec une attitude. Et une attitude ferme naît d'un esprit calme. Celui qui maîtrise le silence ne reste pas sans réponse. Il n'éprouve simplement plus le besoin de les donner, parce que son énergie n'est pas mise à convaincre, mais à agir. Elle n'est pas à se défendre, mais à se maintenir. Elle n'est pas à plaire, mais à soutenir sa vérité, sans avoir besoin de la décorer avec d'autres histoires. 6. Sois cohérent même quand personne ne te voit. La cohérence est comme une ombre. Elle est toujours avec toi, même quand tu penses que personne ne la regarde. Tu peux agir différemment quand tu penses que personne ne te regarde. Tu peux feindre, tu peux prétendre, mais l'ombre s'allonge toujours derrière toi. Et quand la lumière de la vérité arrive, cette ombre révèle tout. Il n'y a pas moyen de cacher longtemps qui tu es vraiment quand personne ne te regarde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde où l'image semble plus importante que l'essence. Les gens cherchent à paraître disciplinés, à paraître forts, à paraître respectables. Mais la clé n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu pratiques quand tu n'es pas applaudi. La véritable réputation ne se construit pas devant les autres. Elle se forge dans l'invisible, dans ce que tu choisis de faire quand la caméra est éteinte, quand personne ne regarde, quand tu pourrais prendre le raccourci et personne ne le saurait. La cohérence ne signifie pas la perfection. Cela signifie aligner ce que tu dis avec ce que tu fais, ce que tu penses avec ce que tu décides, ce que tu promets avec ce que tu accomplis. Et cela ne se fait pas avec des discours. Cela se fait avec de la pratique, avec une discipline interne, avec un type de rigueur qui ne cherche pas la reconnaissance, mais le respect de soi. Parce que la cohérence est avant tout une forme de respect de soi. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire « Cette personne est complètement différente quand il n'y a personne autour ». Et il ne le disait pas avec admiration. Il le disait avec déception, parce que ce qui détruit le plus la crédibilité de quelqu'un n'est pas une erreur, c'est l'incohérence soutenue. C'est voir quelqu'un prêcher une chose et vivre une autre. Et quand cela se produit, son image tombe, non pas parce que d'autres l'ont jugé, mais parce qu'il s'est démasqué lui-même. Marc Aurèle parlait constamment de se gouverner soi-même, de vivre selon la raison, le devoir, la vertu, non pas pour que les autres le voient, mais parce qu'il comprenait que le respect durable naît de l'effort silencieux.
Le stoïcien n'agit pas pour la récompense ou l'applaudissement. Il agit parce que sa conscience l'exige. Être cohérent même quand personne ne te voit implique de petites décisions. Ne pas regarder ce que tu sais que tu ne devrais pas. Ne pas parler mal de quelqu'un même si tu en as l'occasion. Ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas même si c'est facile. Ne pas justifier ce qui va à l'encontre de tes principes simplement parce que personne ne le saura. Et le faire non pas pour paraître correct, mais pour l'être. La cohérence a un prix. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, cela exige de rester seul, de perdre des opportunités, de résister aux tentations. Mais ce que tu gagnes en retour est beaucoup plus précieux. La tranquillité intérieure, l'estime de soi réelle, le respect qui ne s'achète pas, il s'impose par l'exemple. Les autres le remarquent même s'ils ne le disent pas. Ils savent qui tu es quand ils observent comment tu agis dans les détails. Si tu parles mal de quelqu'un quand il s'en va, si tu fais le contraire de ce que tu prêches, si tu es une personne devant le public et une autre quand tu es seul, tôt ou tard, cela se sait. Et quand cela se sait, ta parole ne vaut plus la même chose. C'est pourquoi chaque décision que tu prends en privé est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque acte caché construit ou détruit la confiance que les autres ont en toi. La cohérence n'est pas une pause, c'est un mode de vie. Et celui qui la pratique en silence finit par être respecté à haute voix. 7. Fais parler ta présence pour toi. Une bougie ne fait pas de bruit lorsqu'elle éclaire une pièce, mais tout le monde remarque sa lumière. C'est ainsi que doit être ta présence. Tu n'as pas besoin d'entrer en t'annonçant. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, ni de prouver quoi que ce soit avec des mots vides. Tu as juste besoin d'être là. Et d'être là avec une force qui ne s'impose pas, mais qui se ressent. Une énergie qui n'a pas besoin d'être expliquée. Une confiance qui ne se construit pas avec des phrases, mais avec une attitude. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le respect se réclame en parlant plus fort, en marchant avec arrogance ou en répétant constamment leurs valeurs. Mais la vérité est ailleurs. Celui qui est vraiment respecté est celui qui sait être silencieux et qui domine pourtant l'ambiance. Parce que lorsque ta présence parle, ta bouche peut se reposer. Et cela n'est possible que lorsque tu as travaillé sur toi-même à tel point que tu n'as besoin de convaincre personne. Ta présence est le reflet de tout ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. C'est le résultat cumulé de ta discipline, de ton intégrité, de ta capacité à contrôler tes émotions et de ta manière de traiter les autres. C'est la somme de la façon dont tu te comportes lorsque tu es en paix et lorsque tu es sous pression. Et cela ne peut pas être feint. On le ressent. Il y a des personnes qui ne disent pas grand-chose, mais lorsqu'elles entrent dans une pièce, l'ambiance change. Ce n'est pas à cause de ce qu'elles portent, ni de l'argent qu'elles ont, ni de ce qu'elles ont accompli. C'est parce qu'elles ont cultivé une façon d'être qui communique sans parler. Elles transmettent du respect, de la clarté, de la direction. Et cela vient de années de travail intérieur. D'apprendre à se contrôler, de savoir quand parler et quand garder le silence, de ne pas réagir impulsivement, d'observer avant d'agir. Une fois, dans une salle pleine de personnes, j'ai remarqué que tout le monde écoutait attentivement un homme qui n'avait pas dit un mot pendant toute la réunion. Il n'en avait pas besoin. Sa simple posture, son regard, sa sérénité disaient tout. Lorsqu'il a finalement parlé, tout le monde l'a écouté, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour la façon dont il avait maintenu sa présence tout au long de la rencontre. À ce moment-là, j'ai compris que parler moins ne vous rend pas invisible. Cela vous rend plus percutant, si vous savez maintenir votre énergie. Les stoïciens le savaient. Épictète enseignait qu'on doit vivre de telle manière que lorsque tu parles, tes actions aient déjà parlé pour toi. Qu'il ne soit pas nécessaire d'annoncer ton caractère parce que tu le projettes déjà. Que ta vie soit ton argument, ta cohérence, ta défense et ta présence, ta présentation. Cela ne signifie pas feindre une image de sécurité. Cela signifie la construire de l'intérieur. Cela signifie marcher droit parce que tu te sens en paix avec tes décisions. Cela signifie regarder dans les yeux parce que tu ne caches rien.
Cela signifie rester ferme, même si le monde est en désordre. Parce que lorsque tu es ton propre centre, tu n'as pas besoin de te déplacer au rythme des autres. Travaille sur cela. Fais de ta présence une déclaration silencieuse. Un signe que tu es concentré, que tu ne perds pas de temps, que tu sais qui tu es et où tu vas, que tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant parce que tu es le plus stable, que si tu décides de parler, ce sera pour contribuer, pas pour rivaliser. Celui qui maîtrise sa présence, maîtrise son environnement, parce que dans un monde plein de bruit, celui qui sait rester calme devient une référence. Non pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il l'irradie. Et cela, avec le temps, impose plus de respect que n'importe quel discours appris. 8. Porte en toi une énergie qui inspire le respect. Il y a des personnes qui sont comme des tempêtes. Elles arrivent et bouleversent tout, épuisent, imposent une tension. Et il y en a d'autres qui sont comme une montagne silencieuse, ferme, sereine, stable. Elles ne crient pas leur valeur, elles la transmettent. Elles ne cherchent pas l'attention, elles la génèrent sans le vouloir. Elles ne se vantent pas de ce qu'elles sont, mais quand elles sont présentes, tu le sais. C'est de l'énergie. Pas celle que l'on voit, mais celle que l'on ressent. Et chaque personne, qu'elle le veuille ou non, en porte une. L'énergie avec laquelle tu marches, avec laquelle tu parles, avec laquelle tu écoutes et te relates, envoie un message constant. Un message qui n'a pas besoin de mots. Cette énergie communique si tu es une personne qui se respecte, qui sait se contenir, qui ne réagit pas impulsivement, qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui ne tolère pas le manque de respect. Elle communique si tu es centré ou si tu essaies de feindre une sécurité que tu n'as pas. Le respect ne se demande pas, il se rayonne. On le perçoit quand quelqu'un ne baisse pas son niveau pour plaire, quand il garde son calme dans les discussions, quand il n'a pas besoin de faire des blagues pour s'intégrer, ni d'exagérer ses réussites pour se démarquer. Cette énergie ferme, silencieuse, claire, naît du travail intérieur. De te connaître tellement que tu ne dépends pas de l'environnement pour te soutenir. D'être tellement conscient de ta valeur que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Et il ne s'agit pas d'imposer la peur, il s'agit de générer une présence. Une présence qui fait que les autres mesurent leurs mots, qu'ils réfléchissent avant de franchir certaines limites, qu'ils comprennent qu'avec toi, on ne joue pas. Non pas parce que tu es agressif, mais parce que tu dégages une force tranquille. L'énergie de quelqu'un qui n'est plus disponible pour le superficiel, pour le toxique, pour le vide. Cela se voit dans le quotidien, dans la façon dont tu marches, dont tu salues, dont tu t'assois, comment tu réponds quand on t'interrompt. Si tu es toujours inquiet, regardant tout le monde pour plaire, changeant ton ton selon qui est devant toi, ton énergie sera faible. Mais si tu restes ferme, posé, authentique, ta seule présence commencera à créer un champ autour de toi que les autres respectent. Et ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de tes pensées. Si en toi, il y a de la clarté, de la fermeté, de la détermination, cela se verra. Ton énergie parlera avant tes mots. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin d'expliquer autant. Tu n'as plus besoin de te battre pour prouver ta valeur. Ta façon d'être dit tout. Porter en toi une énergie qui inspire le respect ne signifie pas te fermer au monde, ni agir comme quelqu'un d'inaccessible. Cela signifie être tellement aligné avec tes principes que tu ne permets pas que les émotions des autres gouvernent ton comportement. Cela signifie protéger ton équilibre, prendre soin de ton énergie, choisir avec qui tu partages ton temps et quelle bataille tu décides d'affronter. Parce qu'au final, ce que les gens se souviennent, ce n'est pas seulement ce que tu as dit, mais comment ils se sont sentis en étant près de toi. Et si ton énergie laisse une empreinte, si ta présence marque, si ta façon d'être impose le respect sans dire un mot, alors tu n'as plus besoin de convaincre personne. Tu es devenu quelqu'un digne de respect, et cela est plus puissant que n'importe quel discours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, arrête d'attendre que tout se mette en place pour être heureux. Parce que ça ne va pas arriver. La vie ne va pas te demander la permission de te frapper. Et si tu continues à croire que le bonheur arrivera lorsque tout sera en place, tu passeras toute ta vie à attendre quelque chose qui n'existe pas. La plupart des gens vivent ainsi, en attendant le travail parfait, la personne idéale, le moment exact. Mais le travail fatigue, les gens déçoivent, et le moment n'arrive jamais. Combien de paix vas-tu continuer à sacrifier pour des choses que tu ne contrôles pas? Le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu penses. Tu as fait du bonheur un objectif lointain, alors qu'en réalité, c'est une décision que tu prends tous les jours, ici, maintenant, au milieu du chaos, au milieu de la douleur, au milieu de tout ce que tu ne comprends pas. Si tu n'apprends pas à être bien au milieu de la tempête, tu ne le seras pas non plus lorsque le calme arrivera. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui n'a pas tourné comme tu le voulais, quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu espérais. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et si tu ne le construis pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de dépendre du monde pour se sentir bien. Pour ceux qui ont déjà compris que continuer à attendre est une forme d'abandon. Ici, tu vas entendre ce que beaucoup ne veulent pas accepter, que tu peux être heureux même dans ton pire moment, si tu sais comment vivre de l'intérieur. Ce sont 10 leçons claires, pratiques, stoïciennes. Elles ne te promettent pas une vie parfaite. Elles t'apprennent à arrêter de te détruire pour ce que tu ne peux pas contrôler et à commencer à vivre avec force, avec clarté et avec pouvoir. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu n'auras besoin de rien d'autre pour retrouver ta paix, juste de toi. 1. Choisis de vivre le présent comme ta seule garantie. Imagine être dans une course les yeux bandés, courant vers un but dont personne ne t'a confirmé l'existence. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils poursuivent un demain idéal, comme s'il s'agissait d'une promesse signée, reportant leur paix, leur rire, leur tranquillité, leur vie, pour quelque chose dont ils ne savent même pas s'il arrivera. C'est le piège le plus courant. Penser que lorsque tout sera résolu, alors tu pourras respirer. Mais ce moment n'arrive jamais, il y a toujours quelque chose de plus, et pendant que tu attends, tu perds la seule chose réelle que tu as. Le présent. Tu es vivant maintenant. Pas dans un mois. Pas quand tu auras terminé tes études. Pas quand tu auras un partenaire, du succès ou de la stabilité. Le seul moment que tu as garanti est celui-ci. Et si tu n'apprends pas à être bien ici, tu ne le seras pas non plus là-bas. Parce que l'esprit qui reporte aujourd'hui reportera aussi demain. Dire « je serai heureux quand » est une condamnation. C'est une forme d'auto-sabotage élégant qui se déguise en espoir, mais qui en réalité t'anesthésie, t'affaiblit, te maintient immobile. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est urgent. Apprendre à être présent n'est pas s'asseoir les yeux fermés, à respirer profondément comme si tout était magique. C'est apprendre à répondre avec conscience. C'est réaliser que ta réaction crée ton expérience, que le moment présent peut être dur, inconfortable ou défiante, mais il peut aussi être l'endroit où naît ta force. Tu n'as pas besoin que le présent soit parfait. Tu as besoin de l'accepter tel qu'il est et de l'utiliser pour grandir. Combien de fois as-tu perdu des journées entières en attendant le week-end? Combien de fois as-tu été avec quelqu'un en pensant à autre chose? Combien de fois as-tu vécu cette journée comme si c'était un brouillon, comme si le vrai chapitre commençait après? Mais ceci est déjà ta vie. Ceci n'est pas une répétition. Tu ne t'entraînes pas pour autre chose. Tu n'es pas en pause, tu es en mouvement. Et si tu ne te réveilles pas, la réalité va t'échapper entre les doigts sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme le rend clair. Tout ce que tu as, c'est le moment que tu vis. Tout le reste est une illusion. Le passé ne peut plus être touché. L'avenir n'est pas garanti. Le seul outil avec lequel tu peux construire, transformer ou résister est le maintenant. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et tes pensées sont ici, pas là-bas.
Ce que tu fais avec cet instant détermine ce que tu ressens, ce que tu crées, ce que tu es. Alors, commence maintenant, pas demain, pas quand tu en auras envie, pas quand tout sera clair. La clarté vient après l'action, pas avant. Choisis d'agir comme si c'était le seul moment qui te reste, parce que ça pourrait l'être. Et même si ce n'est pas le cas, tu en as besoin. Parce que reporter ta paix, c'est renoncer à ton pouvoir. Et tu n'es pas ici pour te rendre, tu es ici pour te réveiller. C'est ainsi que commence le vrai bonheur, sans condition. 2. Accepte que tout ce que tu ressens passera aussi. La douleur émotionnelle est comme une tempête qui semble éternelle quand tu es en plein milieu. Mais si tu restes immobile et que tu ne cours pas, si tu ne luttes pas contre le vent, si tu respires et observes simplement, tu découvres quelque chose de puissant. La tempête n'est pas venue pour rester, elle est venue pour passer. Mais beaucoup préfèrent lutter contre elle. Ils veulent qu'elle s'arrête maintenant. Ils veulent arrêter de ressentir. Ils veulent supprimer ce qui fait mal. Et dans cette résistance, ils créent plus de souffrance que nécessaire. Parce que l'émotion ne te détruit pas. Ce qui te brise de l'intérieur, c'est de vouloir qu'elle disparaisse avant l'heure. Nous vivons dans une société qui exige que tu ailles bien tout le temps. Souris, continue, avance, ne t'arrête pas, ne montre pas de faiblesse. Mais la vérité est que tu vas ressentir de la tristesse, de la colère, de l'anxiété et de la peur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Ce qui te rend fort n'est pas de ne pas ressentir, c'est de comprendre que ce que tu ressens n'est pas permanent. Que chaque émotion est comme une vague. Elle monte, te touche, puis redescend. Ce que tu ne peux pas faire, c'est transformer cette vague en identité. Tu n'es pas ta tristesse, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est comprendre que forcer la joie est une autre façon de te nier toi-même. Que vouloir accélérer le processus émotionnel ne fait que t'éloigner davantage de ton centre. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne se noie pas, il reste ferme. Il sait que tout ce qui monte descend, que même la douleur la plus profonde perd de sa force avec le temps si tu ne la nourris pas avec des histoires mentales qui la maintiennent en vie. Et voici le problème, tu ne ressens pas seulement, tu interprètes ce que tu ressens. Tu te racontes que si tu es triste, c'est parce que quelque chose ne va pas en toi. Que si tu ressens de la peur, c'est parce que tu n'es pas assez fort. Mais ce n'est pas vrai. Ressentir est naturel. L'erreur est de rester coincé là parce que tu ne te donnes pas la permission de le laisser partir. Parce que chaque fois que tu répètes cette histoire de douleur, tu invites à nouveau la tempête. La véritable liberté émotionnelle n'est pas de ne ressentir que du bon. C'est de tout ressentir et de continuer à avancer. Savoir que ce qui pèse aujourd'hui, demain lâchera. Savoir que tu n'as pas besoin de résoudre tout au moment exact où quelque chose fait mal. Tu as juste besoin de respirer, d'attendre, d'observer. Parce qu'à la fin, tout ce que tu ressens passera aussi. Et quand cela arrivera, tu seras plus fort, plus conscient et beaucoup plus éveillé qu'avant. 3. Apprends à lâcher prise sans te perdre toi-même. S'accrocher à ce qui n'est plus, c'est comme porter un corps sans vie en espérant qu'il respire à nouveau. Tu continues à le traîner par peur, par habitude ou par attachement. Mais au fond, tu sais que c'est fini. Tu ne veux pas le lâcher parce que tu crois que lâcher prise, c'est perdre, alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est te sauver. Mais peu de gens le comprennent. Ils préfèrent maintenir des liens brisés, des habitudes qui les consument ou des idées qui n'ont plus de sens, juste pour ne pas faire face au vide. Et c'est ainsi qu'ils se perdent, non pas parce que les autres leur font du mal, mais parce qu'ils ont cessé de se soutenir eux-mêmes. On t'a appris que aimer, c'est endurer, que être loyal, c'est ne jamais partir, que lâcher prise, c'est abandonner. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu ne restes pas par amour, tu restes par peur. De te retrouver seul, de ne jamais retrouver quelque chose de semblable, de découvrir que ton identité était construite sur quelque chose qui n'existe plus. Et à cause de cette peur, tu t'oublies, tu t'éteins, tu te fragmentes, tu deviens une version de toi-même que tu ne reconnais plus.
Le stoïcisme t'oblige à regarder la vérité en face. Rien ne t'appartient, rien ne dure éternellement. Toute relation, tout objet, tout état émotionnel, tout ce qui t'entoure aujourd'hui est sujet au changement. Et quand tu l'acceptes, au lieu de souffrir, tu respires. Parce que tu comprends que la douleur de lâcher prise est réelle, mais la liberté qui vient après l'est aussi. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une affirmation de pouvoir. C'est dire « je préfère perdre ceci que de me perdre moi-même ». Et le plus important, en lâchant prise, tu ne disparais pas. Tu te récupères, tu te réorganises, tu te vois plus clairement, parce que tu ne tournes plus autour de quelque chose qui t'a dévié de ton centre. Lâcher prise n'est pas fermer les yeux et faire semblant que rien ne s'est passé. C'est ouvrir les yeux et reconnaître que tu ne peux plus continuer à donner ton énergie à ce qui t'épuise, que ta loyauté doit d'abord être envers toi-même, que si pour soutenir quelque chose, tu dois te briser à l'intérieur, alors ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui est brisé ne doit pas être réparé. Tout ce qui est terminé n'a pas été une erreur. Tout ce qui a fait mal ne doit pas être conservé. Lâcher prise est aussi un acte d'amour envers toi, envers ce que tu as été, envers ce que tu peux devenir lorsque tu arrêtes de vivre accroché au passé. Parce que ce n'est que lorsque tu lâches prise que tu retrouves les mains libres pour construire quelque chose de nouveau. Et cette fois, à partir de ta vérité, pas de ta peur. 4. Cultive ta paix intérieure sans condition. Attendre que le monde soit calme pour avoir la paix est comme prétendre que la mer reste immobile pour pouvoir apprendre à nager. Ça ne fonctionne pas comme ça. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu te sentes à l'aise. Il y aura toujours du bruit, des conflits, des contradictions, des imprévus. Si ta paix dépend de ce que tout soit en ordre, alors tu seras toujours au bord de l'effondrement. Parce que quelque chose va toujours échouer. Quelque chose va sortir du plan. Quelqu'un va te décevoir. Beaucoup croient que la paix arrive quand la vie devient facile. Mais la vraie paix n'est pas le résultat de l'extérieur. C'est le résultat de ton entraînement interne. C'est une décision quotidienne, une pratique constante. Et il ne s'agit pas d'être calme tout le temps. Il s'agit de ne pas te perdre quand tout autour de toi se désordonne. La paix n'est pas un silence absolu. C'est un équilibre au milieu du bruit. Quand tu dépends de ce que tout aille bien à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur, tu deviens esclave des circonstances. Si la journée se passe mal, tu tombes. Si quelqu'un te parle mal, tu débordes. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu perds le contrôle. Et ce n'est pas la paix, c'est la fragilité émotionnelle. Le stoïcien ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à lui. Il s'adapte à ce qui vient sans perdre son centre, parce qu'il comprend que la seule stabilité réelle est celle qu'il construit en lui-même. Tu ne peux pas éviter les problèmes. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas éviter toutes les crises. Mais tu peux arrêter de donner le contrôle de ton état interne à tout cela. Chaque fois que tu réagis avec colère à ce que tu ne peux pas changer, tu perds. Chaque fois que tu cèdes ta tranquillité à ce qui t'échappe, tu t'affaiblis. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence consciente en toi. Il y a ceux qui passent leur vie à attendre que le monde change pour pouvoir respirer. Mais ce qui change ta vie n'est pas le monde, c'est toi, ta vision, ton focus, ta capacité à rester calme même quand tout semble brûler. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens gouverner tout ce que tu fais. La paix est un territoire qui se protège. On ne négocie pas, on ne vend pas, on ne donne pas pour n'importe quoi. Le jour où tu comprendras que ta paix n'a pas besoin de la permission de l'extérieur, ce jour-là tu deviens invincible. Parce que tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne te brises plus, tu te renforces. Tu ne dépends plus, tu te gouvernes. Et là commence une nouvelle façon de vivre, plus ferme, plus libre, plus à toi. 5. Sois le gardien ferme de ton esprit. Ton esprit est comme une maison sans verrou.
Si tu ne surveilles pas qui entre, n'importe qui peut s'installer. Opinions d'autrui, critiques, pensées négatives, peurs héritées, idées qui ne sont même pas les tiennes, mais qui dirigent déjà ta vie. Et le pire, c'est que si tu ne te rends pas responsable de cette porte, tu deviens l'hôte de ton propre chaos. L'extérieur frappe à la porte, mais c'est toi qui décides si tu le laisses entrer et combien de temps il reste. Si tu n'apprends pas à être le gardien de ton esprit, alors tu seras l'esclave de ce que tu n'as pas choisi. Beaucoup vivent avec l'esprit contaminé, non pas par malveillance, mais par négligence. Ils laissent le bruit du monde les définir, les erreurs du passé leur dicter qui ils sont, les peurs futures les paralyser. Et quand vient le moment d'agir, ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils pensent les a réduits, leur a enlevé force, clarté et direction. Mais le plus dangereux n'est pas ce que tu penses, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es en train de le penser. Le stoïcien comprend que son plus grand territoire est interne. Il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais il peut choisir quel sens il lui donne. Tout ce qui arrive à ton esprit ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu ressens ne doit pas devenir une réaction. La vigilance mentale ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à choisir comment y répondre. À protéger ton énergie, ton focus, ta capacité à voir clairement quand tout semble confus. Et c'est là qu'intervient la discipline. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu ne formes pas ton attention. Si chaque pensée négative devient ton maître, si chaque opinion d'autrui devient loi, si chaque impulsion devient une décision. Le premier acte de liberté réelle est de t'arrêter avant d'agir. Observer. Questionner ce que tu penses. Te demander si cela te sert, si cela te définit, si cela t'élève ou te tire vers le bas. Si tu ne fais pas ce filtre, tu ne vis pas, tu réagis. Être le gardien de ton esprit ne signifie pas t'enfermer dans un positivisme forcé. Cela signifie avoir un esprit fort, stable, éveillé, qui ne vacille pas face à la moindre critique, qui ne se rend pas après une mauvaise journée, qui n'abandonne pas son chemin simplement parce que quelque chose n'a pas bien tourné. Cet esprit se construit au quotidien, avec des limites mentales claires, avec des pensées révisées, avec un focus conscient, parce que ce que tu tolères dans ton esprit devient ta réalité. Et si tu ne nettoies pas ce terrain, des mauvaises herbes pousseront là où il devrait y avoir de la clarté. Ton esprit peut être un temple ou un piège. Tu décides. Mais pour qu'il soit un temple, tu as besoin de présence. Tu as besoin de fermeté. Tu as besoin de prendre le contrôle et d'assumer que personne ne va prendre soin de ton monde intérieur pour toi. C'est ta responsabilité et aussi ton plus grand pouvoir. 6. Regarde les autres avec compassion, pas avec jugement. Voir le monde uniquement à travers ta propre blessure est comme regarder à travers un verre brisé. Tu déformes tout ce que tu vois et tu penses que les autres sont endommagés, alors qu'en réalité, tu projettes ce que tu n'as pas guéri. C'est la racine du jugement constant. Celui qui ne s'est pas arrêté pour s'observer juge pour ne pas regarder à l'intérieur. Critiquer devient une défense, un mécanisme pour ne pas se sentir si exposé, si vulnérable, si humain. Mais la vérité est la suivante. Tout le monde lutte avec quelque chose qu'il ne montre pas. Chaque personne qui semble froide a peut-être appris à se protéger ainsi. Chaque personne qui blesse a peut-être été blessée bien avant. Personne n'échappe à la douleur. Personne ne se forme dans une paix absolue. La plupart portent des traumatismes, des vides, des déceptions qu'ils n'ont pas su traiter. Et quand tu ne sais pas gérer ta douleur, tu finis par blesser les autres ou par les repousser avec ta façon d'agir. Cela ne justifie pas le mal, mais cela te permet de le comprendre sans te détruire dans la tentative. Parce que si tu réagis avec jugement chaque fois que quelqu'un agit à partir de sa blessure, tu finis par te contaminer toi aussi. Tu t'empoisonnes en pensant que tu comprends, alors qu'en réalité tu ne fais que répéter le même schéma de rejet que tu critiques tant. Voir avec compassion ne signifie pas tolérer l'intolérable, cela signifie regarder au-delà du comportement et voir l'histoire qui l'a construit.
Cela signifie reconnaître que tu as aussi échoué, que tu as aussi été quelqu'un de difficile pour les autres, et que nous avons tous, à un moment donné, fait partie du chaos de quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne se croit pas supérieur en gardant le contrôle. Il devient plus humain, plus conscient, plus ferme dans la compréhension. Il comprend que juger est facile, mais comprendre nécessite de la force. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir intérieur. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour te protéger. Tu peux poser des limites sans haine, tu peux t'éloigner sans mépris, tu peux pardonner sans oublier, et tu peux lâcher prise sans détruire. Parce que ce que tu penses des autres révèle aussi ce qui est en toi. Si tu vois tout le temps des erreurs, tu portes sûrement une auto-exigence brutale. Si tu vois tout le temps des menaces, peut-être que tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Et si tu cherches tout le temps des coupables, peut-être que tu n'assumes pas encore ta part. C'est pourquoi changer ton regard sur les autres est aussi une façon de guérir ta relation avec toi-même. Il ne s'agit pas de justifier tout le monde, il s'agit de ne pas te perdre dans la colère, de ne pas réagir impulsivement, de ne pas vivre avec le cœur durci parce que tu ne comprends pas. La compassion n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours dite, mais elle se ressent. Et quand tu l'appliques, tu libères du poids. Tu arrêtes de te battre avec le passé des autres. Et tu commences à vivre plus léger, plus libre et plus en paix avec toi-même. 7. Donne sans attendre, offre sans calculer. Donner en attendant quelque chose en retour, c'est comme semer une graine et exiger qu'elle fleurisse quand tu le souhaites. Il y a des gens qui aident, mais qui notent mentalement chaque faveur, qui offrent quelque chose, mais attendent qu'on le leur rende avec la même intensité, qui agissent par bonté, mais s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendaient, ils se frustrent, s'éloignent ou reprochent. Et là, il n'y a pas de générosité. Il y a une transaction déguisée en vertu. Ce qui est vraiment précieux, ce n'est pas de donner quand cela t'arrange, c'est de donner sans attache. Donner sans tenir compte. Donner parce que tu comprends que ce que tu donnes consciemment ne se perd pas, même si cela ne revient pas. Parce que l'acte de donner authentiquement n'est pas pour contrôler, c'est pour libérer. Te libérer de l'ego, de l'orgueil, du besoin d'approbation. Parce que quand tu donnes sans attendre, tu n'es pas déçu, tu ne t'épuises pas, tu ne t'empoisonnes pas avec de fausses attentes. Mais cela ne signifie pas que tu dois être naïf. Cela ne signifie pas que tu dois tout donner à tout le monde. La générosité a aussi besoin de limites. Tu ne peux pas te vider pour remplir celui qui ne veut pas recevoir. Tu ne peux pas donner ton énergie si de l'autre côté, il n'y a que du vide. La clé est dans l'équilibre. Donner avec intention, pas par nécessité. Offrir à partir de ton abondance intérieure, pas à partir du manque émotionnel. Le stoïcisme ne s'oppose pas à la générosité, au contraire, il la valorise profondément. Mais il la guide avec sagesse. Il ne te demande pas de te sacrifier, mais d'agir à partir de la vertu. Pas comme quelqu'un qui se vide pour l'approbation, mais comme quelqu'un qui donne à partir de sa vérité. Parce que donner consciemment est aussi un acte de pouvoir. C'est savoir que ta valeur ne diminue pas quand tu partages. C'est comprendre que ton énergie bien dirigée peut avoir un impact, même si elle n'est pas reconnue. Quand tu donnes sans calculer, tu te libères du ressentiment. Tu ne sens plus que tu as perdu ton temps. Tu ne vois plus les autres comme des débiteurs émotionnels. Tu ne te mets plus en colère parce qu'ils ne t'ont pas remercié, parce qu'ils n'ont pas répondu de la même manière, parce qu'ils n'ont pas fait ce que tu attendais, parce que tu l'as fait pour toi, pas pour eux. Et ce qui naît de toi te renforce, même si personne ne le voit. La vraie générosité ne se mesure pas par ce que tu donnes, mais parce que tu n'attends pas. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'être rappelé, tu n'as pas besoin qu'on te le rende. Parce que tu as déjà gagné en agissant avec cohérence. Tu as déjà grandi en lâchant prise. Tu as déjà guéri en ne conditionnant pas ta valeur à la réponse de l'autre. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de donner par pression, par peur ou par manipulation. Tu commences à donner par choix, pour la paix, pour la cohérence.
Parce que ce que tu donnes au monde en dit plus sur toi que sur celui qui le reçoit. Et si tu le donnes en toute liberté, alors tu ne perds jamais. Tu ne fais que te renforcer, devenir plus conscient, plus toi. 8. Remercie avant de demander plus. Vivre sans gratitude, c'est comme respirer de l'air pur et se plaindre parce qu'il n'a pas de parfum. Le problème n'est pas qu'il manque quelque chose, le problème est que tu ne vois pas ce que tu as déjà. La plupart des gens marchent les yeux fixés sur ce qui leur manque, sur ce qui n'arrive pas, sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Et à chaque nouveau désir, ils oublient ce qui fait déjà partie de leur vie. Ils sont tellement habitués à avoir un toit, de la nourriture, de l'affection, la santé, des opportunités, que tout cela devient invisible. Ils ne remarquent son absence que lorsqu'ils la perdent. Le monde actuel t'entraîne à toujours vouloir plus. Il te fait te sentir incomplet. Il te lance l'idée que quand tu obtiendras cette chose, alors tu te sentiras comblé. Mais cette plénitude est un mirage. Parce que quand tu arrives enfin, tu penses déjà au prochain objectif. Rien n'est suffisant. Rien ne suffit. Parce que tu n'as pas appris à regarder avec les yeux du présent. Parce qu'on ne t'a pas appris à être reconnaissant, seulement à poursuivre. La gratitude n'est pas un acte religieux ni une phrase cliché. C'est une façon de se réveiller. Quand tu es reconnaissant, tu te reconnectes à la réalité d'une autre perspective. Tu ne vois plus la pénurie, tu vois l'abondance. Tu ne vois plus le manque, tu vois les possibilités. Tu ne vis plus de la plainte, mais de l'appréciation. Et il ne s'agit pas de nier ce qui manque, il s'agit de ne pas permettre que cela obscurcisse ce qui existe déjà. Le stoïcisme enseigne que ce que tu as aujourd'hui aurait pu ne pas t'être donné. Que respirer, marcher, penser, ressentir, aimer, tout cela est fragile. Tout cela peut changer à tout moment. C'est pourquoi on ne le tient pas pour acquis. On le valorise, on l'honore. Et cela commence par s'arrêter, observer et dire à voix basse « c'est déjà suffisant ». Non pas parce que tu te contentes, mais parce que tu reconnais que vivre dans la gratitude te donne du pouvoir. Cela te centre, cela te rend la clarté. Celui qui est reconnaissant n'est pas aveugle à ce qu'il veut améliorer. Mais il le fait à partir d'un état différent. Il n'est plus vide, il ne supplie plus, il n'exige plus. Il demande « oui », mais avec la conscience qu'il a déjà beaucoup. Il agit « oui », mais avec le calme de celui qui sait qu'il ne lui manque pas tout. Il construit juste plus. La gratitude réduit l'anxiété, elle renverse la comparaison, elle te libère de la pensée constante que tu es en retard, que les autres sont en avance, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'écrire une liste chaque matin et de répéter des phrases sans sens. Il s'agit de changer la narration interne, de reconnaître ce qui est là, de te sentir complet même au milieu du processus. Et quand tu remercies avant de demander, ton énergie change. Tu ne m'en dis plus les résultats, tu les travailles à partir d'une base solide. Parce que ce que tu valorises grandit. Et si tu apprends à être reconnaissant maintenant, même avant d'obtenir ce que tu cherches, alors tu auras déjà gagné quelque chose que beaucoup n'atteignent jamais, la paix avec le moment présent. 9. Tout ce que tu attends du monde commence par toi. Attendre que le monde change sans changer toi-même est comme crier à un miroir pour qu'il sourie en premier. Il y a ceux qui exigent du respect sans se respecter eux-mêmes, qui demandent de l'amour sans s'aimer, qui réclament la paix tout en provoquant la guerre en eux-mêmes. Ils sont frustrés par la façon dont ils sont traités, par ce qu'ils ne reçoivent pas, par l'injustice de tout. Mais ils ne s'arrêtent pas pour regarder ce qu'ils projettent. Parce que tout commence par toi. Ce que tu sèmes en toi, tu l'émets. Ce que tu tiens dans ton esprit, tu le reflètes. Et ce que tu fais avec toi-même se filtre dans chaque relation que tu as. Beaucoup répètent qu'ils veulent un monde meilleur, mais ils continuent à nourrir la critique, la rancœur, l'impatience. Ils disent vouloir des liens sains, mais ils continuent à jouer avec leurs propres limites.
Ils disent vouloir de l'authenticité, mais ils se cachent derrière des masques pour plaire. Ils disent vouloir la paix, mais ils ne lâchent pas ce qui les empoisonne. Et c'est là le point aveugle. Ils prétendent une transformation collective sans une transformation personnelle. Ils veulent que les autres changent, mais ils ne se rendent pas responsables de l'énergie qu'ils portent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Le premier devoir est envers toi-même. Avant d'essayer de corriger le monde, mets de l'ordre en toi. Avant d'exiger de la cohérence, pratique la tienne. Avant de vouloir que les autres te comprennent, travaille à te comprendre. Le changement commence quand tu décides d'arrêter de pointer du doigt et commences à agir à partir de ce que tu choisis de représenter. Si tu veux plus de respect, sois respectueux. Si tu désires des relations sincères, arrête d'agir avec deux visages. Si tu cherches du soutien, deviens quelqu'un de fiable. Non pas comme stratégie pour obtenir, mais comme mode de vie. Quand tu adoptes cette posture, tout change. Tu ne te sens plus constamment victime de l'extérieur. Tu ne donnes plus ton pouvoir en attendant que les autres le valident. Tu commences à vivre à partir de l'auto-responsabilité, à partir de la conscience que tu ne peux pas changer le monde entier, mais que tu peux changer ton monde. Et ce changement interne est la seule chose qui a vraiment un impact. Au début, cela peut sembler inutile, que tu es celui qui donne plus, qui comprend plus, qui agit avec plus de maturité. Mais avec le temps, cette façon d'être dans le monde crée une réelle différence. Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour ceux qui sont capables de raisonner avec toi. Et le plus important, cela crée un changement profond en toi, parce que tu ne dépends plus. Tu ne demandes plus la permission, tu n'attends plus, tu agis. Tu ne peux pas exiger ce que tu n'es pas prêt à offrir. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de réclamer et tu commences à construire. Non pas pour être reconnu, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que c'est le genre d'être humain que tu décides d'être. Et c'est cela qui transforme, non pas le discours, mais l'exemple, non pas ce que tu attends des autres, mais ce que tu oses incarner toi-même en premier. 10. Transforme tes blessures en racines de croissance. Une fissure dans la terre peut sembler être une fracture, mais elle peut aussi être l'endroit exact où quelque chose de nouveau germe. C'est ainsi avec les blessures. Beaucoup les voient comme la fin, comme des marques qui affaiblissent, comme des cicatrices qui devraient être cachées. Mais ce qui n'est pas assez dit, c'est que certaines des personnes les plus sages, les plus profondes et les plus fortes qui existent ont été façonnées par la douleur. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elles ont appris à l'utiliser. Elles ne l'ont pas niée, elles l'ont transformée. Il y a ceux qui passent leur vie à essayer d'effacer leur passé, à nier ce qu'ils ont vécu, à ignorer ce qui leur a fait mal. Et dans cette tentative, ils ne s'éloignent pas seulement de leurs blessures, ils s'éloignent aussi d'eux-mêmes. Parce que chaque douleur non résolue continue de parler sous forme de peur, de colère, de méfiance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit d'arrêter de permettre qu'elle te définisse. Parce que tes blessures ne sont pas ton identité, elles font partie du processus. Elles sont le terrain sur lequel tu peux choisir de grandir ou de rester stagnant. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas souffrir, il te dit de ne pas rester là, de ne pas permettre qu'une expérience t'enferme, de ne pas utiliser ton passé comme excuse pour continuer à agir à partir de la faiblesse. Chaque expérience difficile t'a montré quelque chose. Peut-être que tu ne l'as pas vu sur le moment. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais maintenant, tu as l'opportunité de décider ce que tu fais avec ça. Tu peux répéter l'histoire, ou tu peux briser le schéma. Tu peux continuer à saigner pour la même chose, ou tu peux utiliser cette blessure comme point de départ. Transformer la douleur ne signifie pas oublier. Cela signifie le regarder en face et en tirer une leçon. Cela signifie te rendre compte que tu peux parler de ce qui t'est arrivé sans que ta voix ne se brise. Que tu peux regarder en arrière sans retomber. Que tu peux utiliser ce qui t'a brisé comme un outil pour construire quelque chose de plus solide. Parce que quand tu guéris, tu ne cesses pas seulement de souffrir, tu deviens aussi plus conscient, plus compatissant, plus réel. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas facile,
Ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et cela commence par une décision. Arrêtez d'utiliser la blessure comme excuse et commencez à l'utiliser comme racine. Racine de caractère, de conscience, de profondeur. Parce que ce qui t'a fait toucher le fond peut aussi te donner la force de t'élever. Si tu le choisis, si tu y travailles, si tu le transformes. Beaucoup portent leurs blessures comme des chaînes. Tu peux les transformer en fondation. Tu peux décider que chaque douleur t'enseigne quelque chose, que chaque perte te donne de la clarté, que chaque chute te forme, non pas par fierté mais par évolution, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides de faire avec. Et si tu choisis de grandir à partir de là, alors rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Tout était préparation, tout te forgeait, tout construisait la version la plus consciente et la plus forte de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,